Éveillés, ils dorment. J'adore Héraclite. Sa pensée n'a pas pris une ride depuis le VIe siècle, avant Jésus-Christ. Et devinez quoi ? Un peuple somnambule a toujours fait les affaires de celui qui le gouverne. Mais s'il se réveille, le choc est si brutal qu'alors il peut engendrer la colère. Inégalité sociale, violence policière, désastres écologiques. Vous savez de quoi je parle. Car au XXIe siècle, après Jésus-Christ, nous, peuple somnambule, vivons encore la plupart du temps dans un état d'inconscience proche du sommeil. Éveillés, nous dormons. Moi, je me croyais éveillé à propos de la révolution digitale. Pourtant, j'ai longtemps dormi. 2018, ça fait plus de 15 ans que je conseille les entreprises sur les enjeux de cette fameuse disruption. Un néologisme bien pratique d'ailleurs pour adoucir la réalité du phénomène. Cette explosion de tous nos points de repère provoquée par les géants du numérique, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Un soir, au restaurant, je m'écroule. Burn-out. En déconnectant violemment mon corps, mon esprit critique m'a forcé à prendre une pause, pour l'écouter, le respecter, pour en faire quelque chose. Éveillé, je dormais. Jusque-là, j'avais ignoré ma mauvaise conscience par obligation professionnelle, et je refusais de voir ce qui se passait vraiment là, sous mes yeux. La véritable disruption des GAFAM n'est pas économique, mais politique. Et si vous voulez mon avis, je crois que les patrons des GAFAM connaissent également Héraclite. Ni ingénieur, ni agrégé de philosophie, je suis aussi légitime que vous pour penser ce sujet. Car c'est en tant que citoyens que nous sommes toutes et tous légitimes pour en parler. C'est notre droit. Et c'est notre responsabilité de nous en emparer. Nous avons le choix. Nous avons le choix de fermer les yeux ou de libérer notre esprit critique avant que ce soit lui qui nous réveille, brutalement, pour nous éviter à toutes et à tous un burn-out collectif. Alors voici ce que j'ai découvert et ce qui m'a permis de faire mes propres choix. Les GAFAM ne sont pas ceux qu'on croit. On a tendance à croire que les GAFAM changent le monde parce qu'ils transforment notre rapport à ce monde. Faux. Ils ne sont que les héritiers de la révolution industrielle. Leurs prédécesseurs ont exacerbé nos désirs pour écouler leurs produits. Les GAFAM le font pour asseoir leur pouvoir. En nous offrant tout, tout de suite, et pour presque rien, les GAFAM font de nos désirs des réalités. Mais ces désirs, sont-ils bien les nôtres ? A-t-on vraiment besoin de changer de mobile chaque année ? De se faire livrer en 1 heure chrono ? A-t-on vraiment envie d'exhiber notre vie privée devant des millions d'inconnus ? Ce souvenir de vacances posté sur Instagram, que montre-t-il vraiment ? Votre choix singulier ? En tout, l'excès est un vice, nous prévenait déjà Sénèque, conseiller des puissants et philosophe contemporain de Jésus-Christ. En gouvernant nos désirs, les GAFAM gouvernent également notre vision du monde. De la caverne de Platon aux algorithmes des GAFAM, rien n'a changé. On continue de ne voir de notre monde que ce que d'autres veulent bien nous en montrer. Les GAFAM emploient même des psys et des neuroscientifiques pour nous reprogrammer mentalement. Et c'est comme ça qu'on cède quotidiennement 2 de nos ressources les plus précieuses, notre temps libre et notre libre arbitre, qui n'ont plus rien de libre puisqu'ils les ont rendus captifs. C'est cette économie de l'attention, ou ce temps de cerveau disponible, si vous préférez, qui nous conduit à les laisser siphonner notre vie privée, ce qu'on appelle encore publiquement et pudiquement entre nous, notre data. Ce que personne n'accepterait d'aucun pouvoir politique, ni d'aucune autre organisation qui serait immédiatement suspectée d'être mafieuse ou sectaire, eh bien tout le monde semble l'accorder aux GAFAM. Je crois qu'on se fait bien GAFAmiser. Est-il souhaitable pour une démocratie que chacun s'abandonne au reformatage de ses désirs et de son esprit critique par un tiers ? Ça n'est que du business après tout. Ah oui, mais si ce n'est que du business, alors pourquoi faut-il tout donner pour y avoir accès ? Parce que c'est gratuit. Ah, mais si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Si vous ne connaissiez pas cette maxime, retenez-la. Et si vous la connaissiez déjà, pourquoi ne pas vous en souvenir plus souvent ?
Ouais, mais moi j'arrête quand je veux. Ah bon? Dans les années 30, un psy américain dénommé Skinner mène une expérimentation comportementale avec des pigeons. Imaginez un pigeon dans une cage qui doit actionner un levier pour obtenir de la nourriture, c'est sa récompense. Au début, à chaque fois qu'il actionne le levier, la récompense tombe. Il mange à sa faim, il est rassasié, il s'arrête. Il est content, le pigeon. Dans un second temps, c'est un signal qui lui notifie quand actionner le levier. Et dans un troisième temps, la récompense devient aléatoire. Comme avec les machines à sous, le pigeon n'arrête pas d'actionner le levier de peur de passer à côté d'une récompense, même s'il n'a plus faim. Il est hors de contrôle, il est conditionné, le pigeon. Ça ne vous rappelle rien, ni personne? Nous regardons notre smartphone en moyenne 200 fois par jour, y compris au réveil, juste avant de se coucher et même pendant les repas de famille. Parce que nous avons peur de passer à côté de quelque chose, de rater notre récompense. Nous sommes conditionnés pour souffrir du FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Alors non, on n'arrête pas quand on veut. Et c'est pire pour nos enfants, parce que leur cerveau se développe en étant influencé par les interactions qu'ils ont avec leur environnement. C'est peut-être pour ça que les big boss de la Silicon Valley interdisent les écrans à leurs enfants. Oui, mais moi, j'ai rien à cacher. Bravo. Mais c'est grâce à tout ce que vous ne cachez pas que les GAFAM vous rendent accro et influencent vos achats comme vos choix politiques. Aujourd'hui, on vote comme on consomme. Avec 10 de vos likes, Facebook vous connaît aussi bien que votre collègue de bureau. Avec 100 likes, il vous connaît même mieux que votre propre famille. Et puisqu'on a le like facile sur Facebook, avec 230 likes, il vous connaît même mieux que votre propre conjoint. De quoi en savoir sur vous un peu plus que juste votre marque de soda préférée, n'est-ce pas? Comme quoi, vos orientations sexuelles, religieuses, politiques. Et c'est comme ça que Cambridge Analytica a manipulé l'opinion publique en 2016, lors de l'élection de Trump, pour pousser des abstentionnistes, proches de ses idées, à quand même faire l'effort d'aller voter pour lui. Et nous y voilà, le véritable impérialisme des GAFAM, c'est de disrupter l'ordre du monde. Les GAFAM agissent en dealers de dopamine. Ils ont bien compris qu'avec la mondialisation, nos émotions aussi se sont globalisées, standardisées. Terrorisme, crise sanitaire et écologique, scandale politique. Notre quotidien est devenu un robinet à émotions collectives qui nous formatent. Le résultat est simple et sans appel. Nous jugeons globalement notre société de plus en plus anxiogène et nous nous détournons de plus en plus de l'ordre politique pour y remédier. Quelques figures politiques déçoivent notre confiance et c'est de l'institution tout entière que nous nous défions. Jackpot pour les GAFAM qui peuvent agir en pompiers pyromanes. D'un côté, notre défiance se nourrit des bulles d'information et des fake news via leurs services. De l'autre, ils prétextent justement ces dérives pour augmenter leur contrôle de notre expression et de nos données privées. La boucle est bouclée. Comme avec cette Cour suprême de Facebook, créée en 2020, un léviathan numérique qui réunit des prix Nobel, des journalistes, des responsables d'ONG du monde entier pour, je cite, « trancher en cas de litige sur les modérations de contenu ». Est-il souhaitable pour une démocratie que son peuple soit maintenu en proie à ses émotions par des moyens de communication ultra centralisés et au fonctionnement ultra secret? Hannah Arendt, la philosophe du XXe siècle qui a travaillé sur le totalitarisme, nous éclaire. Un peuple, dit-elle, qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de penser et donc de juger. Et avec un tel peuple, vous faites ce que vous voulez. La GAFAmisation est une utopie qui se réalise maintenant et sous nos yeux. Une utopie, c'est d'abord un lieu imaginaire. Ça fait longtemps que les GAFAM représentent un lieu imaginaire, par leur population par exemple. Tenez, Facebook, avec ses 2,6 milliards d'individus dans le monde, c'est plus que la Chine et l'Inde réunies. Ça en fait, virtuellement au moins, le premier pays au monde. Par leur puissance financière ensuite, plus de 7 000 milliards de dollars à l'été 2020. Je le précise parce que ça ne cesse d'augmenter, et durant ce talk, leur valorisation aura gagné 75 millions de dollars. Ça fait des GAFAM le 3e PIB au monde, derrière la Chine et les États-Unis.
Mais les GAFAM ne sont pas une nation, c'est vrai. Leurs patrons, en revanche, les hommes les plus riches du monde, eux, sont les nouveaux oligarques qui tiennent tête à nos chefs d'État. En 2016, toujours juste après l'élection de Trump, ils sont parmi les premiers à être invités à sa table dans l'espoir de relocaliser un peu leurs activités et en échange d'une fiscalité, disons, très généreuse. Le Danemark nomme même un ambassadeur auprès de ces entreprises privées qu'il compare, je cite, à de nouvelles nations avec lesquelles nous devons nous confronter. Enfin, leur rejet systématique de toute concurrence et de toute fiscalité va même jusqu'à créer des tensions géopolitiques au sein même de l'Union européenne. Une utopie, c'est aussi la proposition d'une nouvelle définition du bonheur. Quelle est la leur ? Tuer le hasard, l'incertain. Et en privatisant l'essentiel de la recherche mondiale sur les sujets les plus en pointe, comme l'intelligence artificielle et la santé, qu'ils envisagent à travers des ambitions transhumanistes, vous savez, cette idéologie qui veut nous rendre immortels, eh bien les GAFAM se rendent tout simplement propriétaires, par avance, de tous les progrès dont l'humanité pourrait avoir besoin demain. Et se posent ainsi en nouveaux seigneurs, garants de notre avenir. Notre nouvelle servitude volontaire est déjà à l'œuvre. En matière de santé, par exemple, la fondation de Bill Gates est en train de devenir le premier contributeur financier direct de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. En matière de sécurité, de nombreuses polices dans le monde s'équipent d'intelligence artificielle, la fameuse IA, pour anticiper les crimes, comme dans Minority Report. Eh bien, il y a quelques années, la police de New York a dénoncé son contrat avec l'entreprise qui lui fournissait son IA. L'entreprise est repartie avec son IA sous le bras, mais aussi avec l'ensemble des datas de la police de New York. Un pouvoir régalien, enfin. Celui de battre monnaie. Peut-être avez-vous entendu parler de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et de sa volonté de créer sa propre monnaie, la Libra. Ça lui permettrait de s'affranchir de tout système monétaire international et de proposer une unité, et pourquoi pas une identité, à sa population mondiale. Une utopie propose donc l'idée d'un contre-pouvoir, et les GAFAM reposent sur l'idéologie libertarienne, qui cherche à s'affranchir de tout pouvoir public censé nous garantir notre bien commun. Cette doctrine, qui se répand dans la Silicon Valley depuis les années 60, croise l'ultralibéralisme et une certaine forme d'anarchie, en revendiquant que tout pouvoir et toute propriété doivent être forcément individuelles et privées, y compris les ressources naturelles. Alors imaginons un avenir proche. Et si demain, les GAFAM nous proposaient un revenu universel en échange de notre data ? Cette ressource naturelle leur est vitale. Et nos politiques sont de plus en plus démunies face à l'explosion du chômage et à la mutation du travail salarié. Et les crises comme le Covid-19 ne font qu'amplifier le phénomène. Eh bien quoi ? Ils captent déjà toutes nos données et gratuitement, pourquoi pas les monétiser ? Parce qu'alors notre servitude serait totale et probablement irréversible. Vous ne mordez pas la main de celui qui vous nourrit. La GAFAmisation de notre société est donc bien une utopie depuis le début, qui ne dit pas son nom, mais qui se réalise grâce à nous, mais sans notre consentement. Notre vote démocratique a valeur de contrat, oui. Mais notre esprit critique, confisqué par leurs services, non. Alors, prendrons-nous le risque de laisser les GAFAM privatiser notre part de démocratie, à chacun, à chacune, à tous ? Je n'ai rien contre les utopies. Bien au contraire, je pense même que nous manquons trop souvent d'audace pour faire avancer notre conception du monde. Mais l'histoire nous a appris à nous méfier des utopies qui ont souvent eu tendance à nous décevoir, voire à franchement mal terminer. Et par-dessus tout, je me méfie de tout ce qui avance masqué. Ces idéologies qui ne disent pas leur nom. Confier à d'autres le soin de gouverner notre bonheur ne devrait-il pas toujours relever d'un choix délibéré, un acte conscient, plutôt qu'un renoncement, un abandon de soi ? Mon expérience personnelle m'a appris deux choses très simples. Nous sommes toutes et tous des êtres singuliers. L'évolution de notre espèce en dépend même. Les GAFAM veulent nous standardiser, nous uniformiser. Notre singularité est un obstacle à leur projet. Et puis nous avons moins besoin de sans cesse nous connecter que de prendre le temps, au contraire, de nous relier à nous-mêmes, nous relier aux autres, nous relier à la nature,
Pour ma part, je pratique la méditation pour rester à l'écoute de mon esprit critique. Je partage mes expériences le plus souvent possible, et quelles qu'elles soient, avec ceux qui veulent bien m'écouter, surtout avec mes enfants. Et je jardine. Donnons tort à Héraclite. Réveillons-nous. L'histoire nous a enseigné qu'à chaque fois qu'un pouvoir a menacé ou a bafoué la souveraineté d'un peuple, des défenseurs de la démocratie s'en sont indignés pour éviter à la société tout entière de n'avoir à choisir qu'entre se résigner ou se mettre en colère. Je souhaite léguer à mes filles la liberté que j'ai moi-même eue de ne pas avoir à choisir entre me résigner ou me révolter. Alors je choisis de suivre le conseil que nous a légué le résistant français Stéphane Hessel. Indignons-nous. Entrons en résistance, nous aussi. Une résistance douce et innée, celle de notre esprit critique. Indignons-nous d'être manipulés au point d'abandonner notre part de démocratie. Indignons-nous, individuellement, collectivement. Indignons-nous maintenant pour que dans un proche avenir, nos enfants puissent dire de nous « Éveillés, ils ont su ouvrir les yeux à temps ».